les jeudis. On vous a appelé pour deux sujets qui nous semblent des sujets très importants. Il s'agit des sujets qui se rapportent, comme l'a dit tout à l'heure le maître de cérémonie, à la question des déguerpissements. On en parle beaucoup, mais il y a des aspects nouveaux qui conduisent donc de revenir là-dessus. Et puis, nous avons également la question qui est très importante de l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire après l'évaluation périodique universelle qui a été faite. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre dans l'intervention du 32e numéro de la tribune animée par le président du conseil juridique du PPACI, donc Justin Kone-Katina, où, n'est-ce pas, il a abordé le sujet des droits de l'homme, mais également du déguerpissement de la population en désordre fait en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Donc, mais pas uniquement ça, il a également abordé la question des élections, mais également il a abordé d'autres sujets importants. Suivez attentivement, on en revient juste après. Du point de vue du droit du district autonome d'Abidjan, par rapport à ses compétences et par rapport aux compétences des autres collectivités territoriales que sont les communes qui composent le district d'Abidjan. Et il faut un élément essentiel sur lequel nous allons revenir. Il faudra bien dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a des déguerpissements en Côte d'Ivoire. Ça date depuis la période coloniale. Et il y a un géographe d'ailleurs qui a fait une très belle étude là-dessus, Alphonse Yapi Diaou, qui a fait une très très belle étude là-dessus, qui nous a inspiré, qui un gouvernement ou alors une puissance publique a demandé le départ forcé des populations d'un endroit. Et ici, comme on le dit, Abidjan est saturé. L'unique pôle de développement à la fois de la Côte d'Ivoire et de la sous-région la plus immédiate est saturé. Et comme c'est l'unique pôle, toutes les populations qui sont à la recherche, mais ne c'est que de l'illusion d'un bien-être, viennent à Abidjan. Donc Abidjan, nous nous sommes retrouvés dans une mégalopole qui ne peut plus contenir ces populations. Mais dans un contexte de pauvreté aggravée, évidemment, chacun se loge là où il peut. Là où il peut. Et nous nous trouvons donc dans une situation difficile. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs que nous ne comprenions pas pourquoi le projet de transfert de la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro, déjà entamé par le président Laurent Gbagbo, même s'il n'en a pas été l'initiateur, c'est même ceux qui se disent les oufouettistes, c'est lui qui était l'initiateur. Mais c'est lui qui l'a mis en œuvre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, malgré tout cela, ce gouvernement, qui pourtant, dans ses promesses, avait dit, en tout cas le chef de l'État, que dès qu'il est élu, le lendemain, il déménageait à Yamoussoukro. Bon, peut-être qu'il n'est pas encore élu, peut-être c'est pourquoi il n'est pas encore arrivé là-bas, mais il se trouve que jusque-là, nous constatons qu'il n'est pas encore à Yamoussoukro. Et au contraire, on renforce donc l'occupation de la ville d'Abidjan et on décide donc, dans cette occupation, de mener une politique discriminatoire en expulsant de la ville d'Abidjan ceux qu'on estime qu'ils ne sont pas dignes d'habiter dans cette ville-là, alors que c'est par notre politique que ces personnes-là se sont senties obligées de venir y habiter. Mais si historiquement les déguerpissements ont eu lieu, mais ceux que nous observons, par leur ampleur, constituent quand même une exception. Par leur ampleur. Parce que, et pose même un problème sur la sincérité de nos engagements politiques. Parce que, en 2010, pendant la campagne présidentielle, l'un des candidats, aujourd'hui président de la République, a dit ceci, et nous allons vraiment le citer. Mes chers compatriotes, je m'engage chaque année et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit. Nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit, 25 000 francs CFA par mois pendant 25 ans. On a même interpellé les jeunes qui allaient bénéficier. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de changer votre avenir
votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara, j'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. C'est l'engagement solennel qui a été pris de construire des logements pour 25 000 pour ces personnes. Mais non seulement cet engagement n'a pas été respecté, non seulement l'engagement n'a pas été respecté. Bon, malheureusement, Esmel, Fatou, Sonia, comme c'est des prénoms, on ne sait pas qui c'est, on ne veut plus les interroger. On ne sait pas, c'est des prénoms, on ne sait pas qui c'est. Bon, mais en tout cas, au moins, nous prenons ici, nous promenons à Abidjan ici, nous ne voyons pas de logement à ce coût-là. Et non seulement ça n'a pas été fait, mais ceux justement qui étaient censés être les bénéficiaires de cette promesse mirifique, ce sont qu'on expulse. Ce sont qu'on expulse. Et il faudra qu'on fasse attention, nous qui avons décidé de faire la politique, pour ne pas que, au bout du compte, nous apparaissons aux yeux de nos compatriotes comme de simples vendeurs d'illusions. Et ça, c'est pas bon en politique. C'est pourquoi les gens ont tendance à confondre la politique et le mensonge et la démagogie. La politique, ce n'est pas la démagogie. Aujourd'hui, malheureusement, avec ce que nous constatons, parfois, on a tendance à donner raison à ceux qui pensent que la politique est de la pure démagogie. Et c'est dommage pour ceux qui ont décidé de faire la politique. Ces personnes ont été chassées nuitamment pour libérer les espaces. Et c'est d'ailleurs, on a l'impression que c'est le déguerpissement est le seul mobile qui a justifié le changement opéré à la tête du district autonome d'Abidjan. Qu'il n'y a pas autre programme du district autonome d'Abidjan que d'expulser les populations parce que la chronologie des faits nous conduit inévitablement à cette conclusion. Regardons ensemble. Le 27 décembre 2003, M. Ibrahim Cissé Bakongo a été nommé gouverneur donc, du district autonome d'Abidjan en remplacement de M. Begré Mambé, qui avait été nommé quelques mois avant, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Dans la foulée de sa nomination, c'est-à-dire dès février, il a identifié 176 sites à démolir. Sous le prétexte que c'était des sites dangereux, impropres à la vie humaine. Je rappelle que dans ce site, il y avait certains quartiers, mais je crois que les cadres de ce quartier ont haussé le ton et puis le site a été, ils ont biffé le nom de ce site-là, je crois que c'était à Nono. Je crois qu'il y a eu Anono, une partie d'Anono était là-dessus, mais je crois que l'avoir haussé par les cas de Anono ont justifié qu'on les retire pour dire que ça se négocie. Hein. Comme quelqu'un me disait que le matin, quand vous construisez votre maison, quand le ministère de la Construction passe le matin, il met AD à détruire, mais le soir, AD devient à négocier, à débattre. Ça devient à débattre. Donc, bon, peut-être... et si ces 176 sites, dès le 19 février, alors que le communiqué est sorti le 26, mais dès le 19 février, les bulldozers du ministère du district autonome d'Abidjan ont commencé à semer la désolation partout à Abidjan, commencé par GESCO. Vous vous rappelez que le PPACI avait fait des déclarations et son excellent le président Laurent Gbagbo s'est même déplacé pour exprimer sa compassion aux populations de GESCO. Là-bas, des écoles avaient été détruites, des petits commerces et même des petites entreprises comme des éleveurs ont perdu tous leurs biens. Aujourd'hui, nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons déjà déclaré, mais nous disons que nous allons interroger ces opérations sous le plan purement du droit, puis leurs conséquences sur la vie, à savoir à la fois leurs conséquences économiques, leurs conséquences sociales et leurs conséquences politiques. Pour faire cela, il faut que nous nous rappelions que nous allons nous référer à un
un communiqué d'Amnesty International pour donner du sérieux à notre travail, parce que pour éviter qu'on nous dise que nous sommes partis, que nos analyses sont partisanes, nous allons partir donc d'un organisme qui n'est pas militant du PPACI et qui a fait une analyse sur la situation au niveau du Banco 1, notamment, à laquelle nous allons ajouter la situation de Port-Bouin, que nous connaissons mieux. Selon Amnesty International, dans une publication qui a été faite le 14 août 2024, titrée « Côte d'Ivoire, des milliers de familles toujours en attente de mesures de soutien après les expulsions forcées à Abidjan ». Dans cette publication, Amnesty International a relevé trois constats majeurs. Premièrement, que des dizaines de milliers de personnes ont été expulsées de force depuis janvier 2024 dans les quartiers de Banco, Bouribana, Jesco et Abattoir. Et l'on estime à peu près à 30 000 personnes qui ont été expulsées, qui ont perdu leur maison. Et Amnesty International continue pour dire des expulsions sans notification adéquate et raisonnable. C'est-à-dire, vous vous levez la nuit, un matin, vous avez des bulldozers devant vous, on dit, bon, quittez vos lieux. Sans notification adéquate. Ce sont des expressions que nous empruntons d'Amnesty International et nous ne voyons pas, comme ça n'a jamais été démenti, je suppose que le gouvernement, ceux en tout cas qui sont visés, sont d'accord avec Amnesty sur la question. Et ces expulsions qui impliquent parfois des violences, les gens ont été expulsés par la violence, des enfants qui étaient privés d'école, 133 fermiers privés de leurs moyens de subsistance. On les a vus, hein, les fermiers, les éleveurs de porc, de poulet. Et les mesures de soutien annoncées en mars 2024, Amnesty demande que ces mesures soient mises en application. Ça suppose qu'au moment où il faisait cette publication, jusque-là, ces mesures n'étaient pas encore appliquées. Plus grave, Amnesty International dit que parmi les résidents, plusieurs résidents qu'Amnesty International a rencontrés étaient en possession d'ACD. C'est-à-dire, ils étaient propriétaires pleins de leur parcelle. Ils étaient propriétaires pleins de leur parcelle. Et c'est là où les questions de droit commencent à surgir. Parce qu'au terme de l'article 11 de la Constitution ivoirienne, vous voyez bien notre raisonnement, parce que tout ça, ça nous ramène sur le respect des droits de l'homme. L'article 11 de la Constitution ivoirienne prescrit que le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. En l'occurrence, donc les propriétaires, ceux qui sont détenteurs des ACD, sont donc propriétaires à part entière selon le droit ivoirien de leur propriété immobilière. Ça veut dire que pour justifier leur expulsion, le gouvernement, en tout cas l'autorité qui expulse, doit pouvoir produire la cause d'utilité publique. Suivez très bien notre raisonnement jusqu'à la boubou, parce que c'est la cause d'utilité publique. Et puis, avant la démolition, l'indemnisation préalable. Or, si l'on se réfère à ce que Amnesty International dit, premièrement, il n'y a pas eu de notification adéquate. Ça veut dire que quoi? Que les personnes même n'ont pas été informées de leur utilité, de l'utilité publique, de la cause d'utilité publique qui justifiait leur expulsion. C'est ça qui est l'élément important. C'est ça qui est l'élément important et déterminant. Ils n'ont pas été justifiés, on ne leur a pas notifié la cause d'utilité publique.
Deuxièmement, bien que le droit de la puissance publique l'emporte sur le droit privé, mais ce droit n'est pas absolu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le gouvernement, en tout cas l'État, la puissance publique, ne peut pas venir déposséder quelqu'un de sa propriété sans avoir l'avoir indemnisé. Et la loi dit au préalable. Au préalable. Or, selon Amnesty International, c'est a posteriori que l'indemnisation a été faite. C'est quoi cette pratique-là? Et deuxièmement, la Constitution dit le juste prix. Ça suppose que tant que le propriétaire terrien n'est pas d'accord du prix que vous lui donnez, vous ne pouvez pas le faire partir. La seule solution qui reste à l'État dans ces conditions, c'est de saisir le tribunal. Et c'est le prix fixé par le juge qui oblige, qui lie en même temps le propriétaire foncier. Or, on nous dit que, selon une chaîne publique française, que non seulement la liste des bénéficiaires a été faite a posteriori, c'est-à-dire les victimes, on les a identifiées après coup, et en plus dedans, comme elle a été faite après coup, des malhonnêtes, et on précise que ce sont notamment des conseillers municipaux et des agents des mairies, se sont glissés parmi les victimes pour bénéficier d'indemnisation pour des griefs dont ils n'ont pas été victimes. Donc, par exemple, à Banco 1, 628 victimes recensées, il y avait 230 fortes victimes qui ont reçu l'argent. Il ne faut pas aller chercher loin. Hein? En tout cas, tu ne peux pas être conseiller municipal PPAC pour avoir ça. Donc, il ne faut pas aller chercher loin. C'est une sorte de délit d'initié. Mais on dit qu'on leur a donné, pour ceux qui étaient censés être locataires, qui n'étaient pas propriétaires, 372 € qu'il a été relocalisé. Ça fait 223 200 francs. Pour aller chercher une maison quelque part. Après, tu vas chasser. Dans l'urgence, il faut aller chercher une maison quelque part. Et puis, ceux qui sont propriétaires, 1500 €, c'est 900 000 francs. Vous comprenez? On ne peut pas se méprendre, on ne peut pas, excusez-moi l'expression, il ne faut pas se moquer des populations, notamment les plus vulnérables. Il ne faut pas se moquer des populations les plus vulnérables. Et lorsque nous faisions ce travail et que nous faisions nos recherches, nous avons vu une vidéo d'une dame qui a travaillé, qui est à la retraite, expulsée de son bien. Avec cet argent, elle dit, mais je ne peux même pas avoir une maison à Abidjan. Elle est obligée de retourner au village pour aller vivre dans des conditions dramatiques. On fait la politique, justement, le fondement de la politique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de protéger les intérêts des plus faibles. Sinon, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique si vous êtes incapable de protéger les plus faibles. Mais l'illégalité ne s'arrête pas là, à la violation de la Constitution. Ça va plus loin. Le district autonome d'Abidjan, en tout cas le gouverneur se donne les airs d'un super maire, comme s'il était le maire des maires, le chef des maires. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est un pouvoir de fait qui se donne. Et comme les maires se taisent, ils les laissent faire. Dans l'absence de la volonté, ben, ils continuent. Le district autonome d'Abidjan est considéré comme une collectivité territoriale de type particulier. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se définit dans la loi
2014-453 du 5 août 2014 portant code et mode de création, attribution et organisation et fonctionnement du district autonome d'Abidjan. C'est-à-dire qu'on a décidé pour certaines villes, notamment Yamoussoukro et Abidjan, de créer une entité particulière pour gérer un certain nombre de questions que ce que faisait avant la ville d'Abidjan, ce que la ville d'Abidjan faisait avant. Mais on a élargi un peu un certain nombre de choses à ce niveau-là. Et pour nous convaincre de l'illégalité, il faut que nous lisons 3 textes. C'est référé à 3 textes. Il y a d'abord la loi 2003-208 du 7 juillet 2003 qui porte transfert des répartitions des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Ça, c'est la loi que nous avons prise et qui était la clé de voûte de notre décentralisation. Malheureusement, elle n'a jamais été appliquée, cette loi-là, parce que l'État central n'a jamais lâché les règles. Et donc, nos communes continuent d'être ce que les juristes appellent des majeurs incapables, toujours contrôlés. Mais mieux, mais même pire, la loi 2014 a complètement enlevé certains pouvoirs au district. Et voici ce qui reste des compétences du district. L'article 4 de la loi 2014-453 du 5 août 2014 portant statut du district autonome d'Abidjan dit ceci: dans le respect de l'intégrité territoriale, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le district autonome d'Abidjan a pour compétence la protection de l'environnement, la planification et l'aménagement du district autonome, la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation, la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel, la lutte contre l'insécurité, la protection et la promotion des traditions et des coutumes. Voilà. Promotion des traditions et des coutumes. On va revenir là-dessus. Pourtant, ils demandent que les Haïtiens quittent leur village pour partir, ils ne sont pas propres à vivre à Abidjan. Pourtant, leur rôle, c'est ça, de les protéger. Et vous avez bien lu que on dit que c'est dans le respect de l'intégrité territoriale des collectivités, des autres collectivités et de leur autonomie. Or, le décret 11, le décret numéro 80-1078 du 19 septembre 1980 a fixé le ressort territorial des communes de la ville d'Abidjan. Chaque commune a un territoire bien précis. Par exemple, à Port-Boué, l'article 4 de ce décret dit ceci, dit clairement que le quartier abattoir fait partie intégrante du Port-Boué. Ça veut dire que quoi? Conformément à l'article 4 de la loi de 2014, le gouverneur, en tout cas le district autonome d'Abidjan, n'a aucune compétence à venir agir dans ce quartier sans une délibération au moins du conseil municipal. Au moins. Et c'est valable pour tous les quartiers. Or, nous tous, nous sommes au courant que le quartier abattoir a été totalement rasé. Rasé un matin par le district d'Abidjan. Sans que le conseil municipal du Port-Boué, en tout cas où je suis membre, n'ait siégé sur la question. C'est une voie de fait. C'est une voie de fait. Mais il ne s'arrête pas là. Et c'est là que vous allez comprendre le fond de toute cette affaire-là. Qu'il s'agit en fait d'une opération qui a des enjeux financiers énormes, des enjeux fonciers énormes se cachent derrière cette opération au nom de principe d'embellissement de la ville d'Abidjan. Et le gouverneur du district d'Abidjan ne passe pas par 4 chemins pour nous les prouver. Qu'est-ce qui se passe?
Non seulement il n'a pas la compétence d'y agir, mais dès que les terrains ont été déguerpis, il a commencé à passer des conventions de concession avec des sociétés privées. Voilà le fond de toute cette opération qui était derrière, c'est ça là. Dès le 27, c'est-à-dire le 27 septembre 2024, le district autonome représenté par le gouverneur, M. Ibrahim Cissé, Bakongo, a passé une convention de bail avec la société Afrique Oil SA, représentée par M. Yann El Jawad. Et cette convention a pour objet, selon l'article 2, les conditions et les modalités d'aménagement d'occupation par Afrique Oil SA de son domaine privé, c'est-à-dire que, comment on appelle, le district estime que le site de l'abattoir est son domaine privé. Et c'est ce que nous faisons. Donc, il passe et il fait une location sur 25 ans, non, sur 30 ans. Il a passé une convention de concession. C'est-à-dire, le maire et le conseil municipal de Port-Louis, un matin se lève, une autorité qui n'a pas compétence sur son territoire vient tout détruire, elle se déclare propriétaire du lieu et commence à faire des concessions à des trucs privés. Et c'est comme ça partout. Et tout ce que vous voyez derrière, c'est ça que nous allons constater. Derrière ça, c'est ce que nous allons constater. Voilà la situation. Non seulement l'illégalité des opérations d'expulsion, en ne respectant pas la Constitution, mais l'appropriation des parcelles, des parties qui reviennent aux communes. Et depuis lors, la commune de Port-Louis se débat par tous les moyens pour récupérer son terrain. Il a même fait des sommations. Mais personne ne veut les accompagner pour aller exécuter cette sommation. C'est comme ça que nous faisons dans ce pays. Donc, dans la réalité, derrière ça, quand nous disons qu'il s'agit en fait tout simplement d'expulser d'Abidjan des personnes qu'on considère qu'elles n'ont pas le droit d'y habiter, c'est le fondement de ça. Mais derrière ça, c'est des enjeux financiers énormes, des enjeux fonciers énormes. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est partout la même chose. Et vous allez voir. Dès que c'est fini, il commence à passer des concessions. Et ce qui est écœurant, c'est le silence complice des municipalités. Il y a quand même des voies de recours dans ce pays. Même si on estime qu'effectivement tout est pourri, tout est difficile ici, mais il y a quand même des voies de recours qui existent. Ici, nous disons que vraiment les conseils municipaux qui veulent véritablement arrêter cette façon de faire ont le droit de le faire et de servir le Conseil d'État. Après, justement, avoir suivi toute la procédure qu'il faut pour ça. Parce que le district autonome d'Abidjan n'est pas une super mairie. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui le dit. Et vous comprenez pourquoi notre nom se trouve, la liste de notre pays se trouve sur la liste GAFI. La dernière fois, j'en parlais sur le blanchiment d'argent. Parce que toutes ces pratiques, quand les choses ne sont pas très claires, évidemment, ceux qui vous observent se disent, bon, vos sources de financement, d'enrichissement sont... Évidemment, ça donne une mauvaise image du pays. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Et quels sont les impacts de cette crise? D'abord, les impacts économiques. Vous n'avez pas idée ce que ça représente pour le secteur informel, qui fait entre 40 et 60% de notre PIB, de notre économie. Nous avons regardé une vidéo d'un gars qui était au Black Market et qui a été expulsé. Il avait les larmes aux yeux, mais il a dit des choses très dans son langage à eux, mais qui étaient leur vérité et qui ressentent. Le secteur informel
aujourd'hui celui qui résorbe l'essentiel de l'emploi de ce gouvernement. Le secteur informel entre 60 et 80% de l'emploi, pour lui 80% des emplois en Côte d'Ivoire. Quand vous voulez poser de tels actes, asseyez-vous et faites une analyse sur la question. Et vous faites ça, les premières victimes, ce sont les femmes et les jeunes. Alors que l'année passée, vous avez dit que c'était l'année de la jeunesse. Non seulement vous leur avez promis des milliards, 1 milliard par jour, ils n'ont pas reçu, mais le peu qui se sont débrouillés pour continuer, vous êtes venus les expulser avec. Et la conséquence est énorme. Les perturbations économiques sont énormes. Et ne serait que même pour les recettes fiscales, selon le rapport du ministère des Finances, l'un des facteurs explicatifs de la contre-performance de la mobilisation des ressources internes constatée cette année, dans le rapport, c'est bien écrit, c'est le déguerpissement. C'est-à-dire, le déguerpissement a accentué la contre-performance de l'État ivoirien dans la mobilisation des ressources internes. Pourquoi? Parce que non seulement il y a une perturbation du circuit économique, une perturbation au niveau donc de l'information, parce qu'on ne sait plus qui habite où. Donc si vous me devez l'argent, je ne sais même pas où vous habitez, comment il va vous poursuivre. Mais mieux, l'illustration la plus parfaite, c'est la faiblesse des ressources humaines, des ressources fiscales au niveau de la taxe des petites entreprises, qu'on appelle la taxe de l'État de l'entrepreneuriat, qui affiche l'un des taux les plus faibles de recouvrement pour cette année 2024. Pourquoi? Parce que ce sont ces petits commerces qui ont été détruits. Donc, facteur économique important. Aggravation du chômage, aggravation de la pauvreté, parce que le secteur informel constitue chez nous le plus grand amortisseur de la pauvreté. Vous les débaillez. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention de Kone Katina à propos, n'est-ce pas, de l'injustice que subit dans la population ivoirienne, des élections présidentielles, des futures élections, et j'en passe, déguerpissement, la question des droits de l'homme. Vous voyez que la situation est très grave dans ce pays-là. Il faut vraiment vivement un changement, en fait. Depuis belle lurette, les élus et acteurs politiques ivoiriens issus des partis de l'opposition se sont écartés des pénibles réalités du peuple ivoirien qui subit la rigueur inhumaine de ces régimes capitalistes et incompétents. N'est-ce pas la Sinachulu qui nous dit ça? Et dans nous, il nous dit ceci, cher grand frère, pardon, Echi, à ces stades, on ne cherche plus à justifier l'injustifiable. Il est temps de changer de mode d'enrôlement. Il est temps de passer au basculement automatique des primo-votants sur les listes électorales. Voilà une très belle proposition, en fait. Vous voyez, le pays est en train de développer sur plusieurs domaines, les infrastructures, mais rentrer dans cette question électorale, question automatique, automatiser toutes les choses sur les plateformes, ça devient quelque chose de très difficile. On n'arrive pas à comprendre. Alors que la Côte d'Ivoire remplit beaucoup d'ingénieurs qui peuvent, n'est-ce pas, faire cela, en fait. Et tout le monde est unanime sur le fait que le vrai parti politique de la Côte d'Ivoire est le PPLCI, parce que pour moi, la politique, c'est fait pour le peuple et à des fins personnelles. Merci. Donc ça, c'était Achille Peouli qui dit, n'est-ce pas, son point de vue. Aujourd'hui, j'ai décidé de lire les commentaires des gens, en fait, les interventions des uns comme les autres. J'ai décidé de ne pas, donc, puisque la vidéo a été très longue, j'ai décidé juste de lire certains commentaires et le reste, vous-même, vous allez me dire qu'en pensez-vous donc de l'intervention de
de l'intervention de M. Katina. Retenons aussi que dans l'ordre de la nature humaine, celui qui a versé le sang de l'homme pour régner, c'est par l'homme que son sang sera versé. Donc, vous ne devez pas avoir peur, mais plutôt assumer votre responsabilité. Le pouvoir n'est pas éternel. Voilà, ça c'était également... faites tout votre possible pour que la population puisse regarder PPACI TV partout en Côte d'Ivoire. Songez aussi à faire passer le direct sur TikTok. Ce sont des propositions des gens en fait. Donc apparemment, le peuple, les Ivoiriens ont vraiment ému par cette intervention et je pense qu'il a vraiment appuyé les points sur les i. Il a n'est-ce pas parlé des questions sensibles concernant le peuple ivoirien. Parce que c'est vrai qu'il y a les infrastructures, mais de l'autre côté, il y a les inégalités sociales. Le peuple souffre vraiment. Il faut donc un changement radical à la tête de ce pays. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.